Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Pour ces jeunes-là, tu vois, qui avaient déjà quitté l'école, c'est de là d'où elle m'est venue l'envie de créer Molenbeek. C'est de leur dire de créer un endroit où ils n'auraient plus aucune excuse, tu vois, de Hmm. créer un espace où, quand ils viennent chez moi me dire ah ben, j'ai pas d'argent, ah ben, c'est gratuit. Quand ils viennent chez moi me dire ah ben, j'ai pas de diplôme, ah ben, il faut aucun prérequis. Quand ils viennent chez moi me dire ah ben, j'ai pas de PC, ben, on en prête. Tu vois, il n'y a plus aucune excuse. Et donc, Oui. s'ils veulent vraiment s'y mettre, ils s'y mettent. L'invité de cette semaine est Ibrahim Mouassari, fondateur de Molengeek. La mission de Molengeek est de rendre le secteur des technologies accessible à tous, peu importe les origines ou le niveau de formation. Dans un article du magazine technologique Wired, le PDG de Google, Sundar Pichai, a choisi Ibrahim comme acteur du changement, parmi toutes les personnes qu'il aurait pu nommer. Dans cet épisode, Ibrahim nous raconte son parcours et comment, contre toute attente, un enfant qui a décroché de l'école à 12 ans s'est appuyé sur ses échecs successifs pour accomplir un projet qui, aujourd'hui, force l'admiration. Quand on me pose la question de ce que j'ai appris pendant cette période de ma vie où j'ai raté l'école et que je passais d'échec en échec en échec, en fait, les gens auraient tendance à dire, bah, vu qu'on est passé d'échec en échec, ben, on n'a pas appris Hmm. grand-chose. En fait, moi, j'ai appris à ne plus avoir peur de tomber. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Ok, bah bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah Ibrahim. Salam alaikum, Abdelrahman. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Je suis honoré que tu m'aies invité sur tes podcasts. Vraiment. Merci, Merci beaucoup. merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps. Pour commencer, Ibrahim, je te propose de te présenter, d'en dire un maximum sur toi en fait en 30 secondes. Ça, un maximum en 30 secondes, c'est difficile. Mais là, maintenant, je vais essayer de te donner juste ce que je suis maintenant. Maintenant, je suis un entrepreneur qui a lancé un écosystème tech pour rendre accessibles les technologies à tous, donc à des jeunes ou des moins jeunes avec ou sans background académique. Excellent. J'essaie, voilà, j'essaye de résumer. Il y a beaucoup à expliquer, mais Inch'Allah, on Ouais, va le faire on pendant va y ce revenir podcast. petit à petit. Tu as quel âge? J'ai 42 ans. Ça fait long, on me demande plus cette question, on me la pose plus souvent, tu vois, donc Ouais. je dois réfléchir. J'ai 42 ans. Tu fais plus jeune. Tu fais plus jeune. Merci beaucoup, Abdelrahman, merci beaucoup. Aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est principalement pour l'écosystème que tu as créé chez Molengeek. Je propose que tu commences par présenter de manière globale un peu ce que vous faites chez Molengeek. D'accord. Donc, Molengeek, c'est un écosystème. Pourquoi on appelle ça un écosystème? Parce qu'il est basé sur trois piliers. Donc, c'est un environnement où on crée des activités du style hackathon, startup weekend, workshop, des ateliers, toujours orientés vers l'entrepreneuriat ou les technologies. Et puis, nous avons tout un panel de formations dédiées aux technologies, du type du développement informatique, mais aussi du marketing online, mais aussi on a mis en place des formations sur tout ce qui est des outils bien clairs du style Salesforce, Amazon Web Services et d'autres outils comme ça. Et puis, on a aussi donc le troisième pilier qui est l'incubation. Donc, on a un incubateur à start-up qui permet aux jeunes qui passent par les formations ou qui viennent nous rejoindre via des événements du type hackathon de pouvoir lancer leur projet et de pouvoir faire en sorte de devenir entrepreneur. Mais aussi, ça permet à ces jeunes étudiants de formation ou ces jeunes qui viennent pendant les événements de rencontrer de vrais entrepreneurs qui ont pignon sur rue et qui développent leurs projets et qui ont des clients et pour qui ça va très bien. Je ne sais pas si c'est clair. Non, non, c'est clair. On va revenir un peu sur les détails. Vous avez commencé à Molengeek, pardon, à Molengeek, à Molenbeek, à Molenbeek, et maintenant vous êtes situé Exactement. dans plusieurs villes. Dans combien de villes? Exactement. En Belgique, on est à Anvers, on est à Charleroi et en Europe, on est à Padoue en Italie. Mhm. C'est tout près de Venise. On est à Amsterdam et à Rotterdam. Ouais. Alors, il y a un an, vous avez reçu la visite de Sundar Pichai, le CEO Exactement. d'Alphabet, donc Alphabet Mhm. qui détient compagnie mère de Google. Et récemment, il y a quelques semaines, il a été interviewé par un magazine qui s'appelle The Wired UK, où il demandait
à des personnes à succès de son gabarit, de présenter, de nominer, de désigner une personne qui les inspire, il me semble, c'est ça, hein. Ou bien, Exactement. ouais, et il t'a désigné. Donc, Ouais, il a dit visiter exactement. Ibrahim Ouassari et la génération d'innovateurs m'a inspiré, m'a gardé optimiste sur la direction de la technologie continue. C'est quelque chose de, pour moi, de très touchant parce que on se rend bien compte il n'est pas juste venu visiter, on l'a vraiment marqué par rapport à ce qu'il a vu à Molenbeek, à Molengeek, par rapport aux jeunes. Il a pris le temps de discuter avec plusieurs jeunes, de voir où ils en étaient dans leur formation, mais aussi dans le développement de leur start-up. Il s'est vraiment intéressé à ce qu'on faisait Mhm. là. Et je vais te dire, en aparté, comme ça, vers la fin de la visite, il me dit, on était dans une cage d'escalier en train de descendre, et il me dit, Ibrahim, tu m'as beaucoup expliqué sur Molin Geek, ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment génial, mais tu m'as rien dit sur toi, sur ce que tu es, et ton histoire m'inspire énormément parce que moi, je suis né en Inde, je viens d'Inde, et les technologies ont changé ma vie, donc je comprends exactement ce que tu veux faire ici. Et donc, Mhm. oui, on a tous été très honorés quand il nous a sélectionné, lui, comme faire partie des innovateurs qui créent un meilleur futur. Et donc, c'était dans un panel de personnes comme le CEO de Spotify aussi était là, Amal Clooney, la brillante avocate. Donc, il y avait plein de grandes personnalités qui citaient des personnes. Et donc, le CEO de Google, et juste pour te une petite précision de geek, hein, Abdelrahman. Mhm. Il y a vraiment deux entités. Donc, il y a Google et Alphabet. Alphabet, c'est tous les produits un peu de Google où qui sont en train de prototyper, tu sais, du type, par exemple, les drones, tous les trucs qui ne Mhm. fonctionnent pas encore, ils sont sur Alphabet. Et DeepMind, tout les ça. choses qui fonctionnent, voilà, exactement, les choses qui fonctionnent mieux, comme Google et YouTube, sont sur Google. Donc, c'est vraiment deux entités séparées. Donc, lui, il est CEO de deux entités. Et donc voilà, être cité, être sélectionné par lui, être dans sa tête encore un an après sa visite, c'est qu'on l'a Oui. vraiment marqué. C'est motivant pour nous parce qu'on se dit, quand même, Google, c'est Google.org, le bras philanthropique de Google, il distribue plus de 100 millions de dollars par an. Nous, on en a reçu une petite partie cette année, c'est 250 000 dollars, donc c'est pas grand-chose. Et sur tout ce qu'il a distribué d'autre, c'est nous à qui il pense et ça nous touche énormément. Mhm. Oui. Ce qu'on va essayer de comprendre dans cet entretien que j'ai avec toi, c'est comment tu en es arrivé à là, comment tu en es arrivé à faire une formation. Parce on a eu l'occasion de discuter il y a quelques jours. Tu m'as expliqué que tu as un parcours scolaire assez chaotique, où tu n'as même pas passé de diplôme d'études supérieures ou même de baccalauréat. Et tu en es Exactement. arrivé au point où tu es cité comme référence par le CEO de Google. Donc raconte-nous un peu ton parcours et s'il te plaît, et comment ça en est arrivé là. Ok, donc Abdelrahman, pour faire court au cliché, je suis issu d'une famille de 8, je suis l'avant-dernier, donc j'ai beaucoup de grands frères et de grandes sœurs. Et j'ai un grand frère qui est juge, j'ai deux grands frères qui sont ingénieurs, j'ai une autre grande sœur qui est licenciée de l'université de Cologne. Donc, j'ai que des rôles modèles à la maison. Et c'est l'avant-dernier qui a décroché. Et donc, c'est pas, on va pas tomber dans le cliché où, tiens, la famille d'immigrés qui est arrivée, qui n'avaient pas les moyens ou les compétences de pouvoir suivre leur enfant pour pouvoir réussir. Non, 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 non. À la maison, il y avait toutes les ressources pour pouvoir m'aider à l'école. C'est juste que j'avais un problème avec le système scolaire ne convenait pas avec moi. Donc, moi, je suis né, j'ai grandi à Molenbeek, à Bruxelles. Et donc, on a les primaires à Bruxelles, c'est de 6 ans à 12 ans. Donc, ça s'est passé très bien parce que en gros, pour moi, il n'y avait pas vraiment des choses compliquées à étudier ou des devoirs compliqués. Donc, moi, mes devoirs, quand je les recevais entre 6 et 12 ans, je les faisais en classe directement. Comme ça, à la maison, je n'avais plus rien à faire. Mhm. Et dès qu'on est passé au secondaire, donc en secondaire, c'est de 12 à 18 ans, normalement en Belgique. Donc, je ne sais pas ce que ça équivaut en France, mais Oui. à partir de là, on nous demandait beaucoup plus de travail à la maison et tout ça. Et là, moi, j'y arrivais plus. On nous demandait du par cœur, j'y arrivais pas. On nous demandait beaucoup de choses. Et là, à partir de là, le système scolaire ne me convenait plus du tout, en fait. Oui. J'arrivais plus à trouver le pourquoi je devais le faire. J'arrivais plus à trouver un sens dans tout ça. Et j'ai totalement décroché. Donc, la dernière année que j'ai réussi, c'est la première secondaire. Et ça équivaut à 12 ans, en fait. C'est la dernière année que j'ai réussi, c'est 12 ans. Après ça, c'est échec sur échec. C'est deux, Mhm. trois écoles par an.
parce que dû à des renvois, de l'absentéisme, à du non-sérieux de ma part, je faisais deux, trois écoles par an. J'ai tout essayé, Abdelrahman. Je suis passé de la mécanique à la soudure, à la menuiserie, à l'horticulture. J'ai fait de la coiffure aussi. J'ai vraiment tout fait et rien ne convenait. Oui. Rien me convenait à ce moment-là. Et j'ai même fait une école de peinture, t'imagines? Donc, quand je dis peinture, c'est pas de l'art ou quoi, hein, c'est vraiment le crépi, hein, tu vois. Oui. Donc, on nous apprenait pendant 8 heures par jour à peindre. Il y a des écoles qui font ça, c'est juste aberrant. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai tout essayé, ça n'allait pas. J'ai toujours eu ma famille derrière moi qui m'a soutenu pour pour que j'essaye de trouver ma voie. Mais malheureusement, j'y suis pas parvenu. En parallèle, je fréquentais un peu les maisons de jeunes, les maisons de quartier à Bruxelles et je me suis vite rendu compte qu'au fait, que je pouvais devenir éducateur de rue à 16 ans. Et à partir de là, que je pouvais être l'éducateur de mes potes, au fait, l'animateur éducateur de mes potes. Mhm. Donc, passer du temps avec eux et en même temps être payé. Je trouvais ça génial. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon brevet d'éducateur, je l'ai obtenu. À 16 ans, je suis devenu éducateur de rue. Et donc, j'amenais mes amis au cinéma, au bowling, dans les Ardennes, à un voyage à la mer. Sauf qu'ils allaient tuer le temps là-bas. Et moi, j'y allais. Je tuais le temps aussi, mais j'étais payé. Par contre, c'était juste la différence. Mais au fait, j'ai très, très vite arrêté ça avant mes 20 ans parce que je me rendais compte que ça n'avait plus aucun sens pour moi de faire passer du temps comme ça à des jeunes. Ça Oui. n'a jamais eu du sens, en fait. Mais le moment où je devais le percuter, c'est un moment quand on rentre dans le système et qu'on se rend compte qu'on est dans l'occupationnel. Je dis pas, il y a des animateurs qui font un travail incroyable pour beaucoup de choses, mais moi, en tout cas, à ce moment-là, je le faisais pas. J'étais juste là en occupationnel et j'arrivais pas à trouver un sens à ce travail-là, moi en tout cas. Et donc, j'ai démissionné et je me suis retrouvé à travailler dans une agence intérim. Une agence intérim m'a trouvé un boulot en tant que tireur de câbles data. Donc, tireur de câbles data. Avant, il n'y avait pas du Wi-Fi partout, donc on avait besoin de beaucoup de connexions data dans les bâtiments, dans les buildings pour brancher son ordinateur portable ou son ordinateur fixe. À partir de là, voilà, j'ai rencontré un de mes collègues qui est devenu un ami qui s'appelle Davy, qui m'a expliqué, qui téléchargeait de la musique à l'époque et qui m'a et donc moi j'écoutais beaucoup ce qui était hip-hop, genre Notorious Big et Tupac et Davy il écoutait de la techno. Et Davy, à un moment, il est venu, il m'a dit, on était dans des connexions 56K à l'époque, et il me disait, ouais, Ibrahim, écoute, je t'explique comment faire, mais il faut absolument que toi-même, tu télécharges tes musiques, parce que moi, ça me prend beaucoup trop de bandes passantes. Il me faut 2 semaines pour que je télécharge un album, c'est juste pas possible. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans l'informatique. J'ai acheté un PC pour vraiment télécharger de la musique et voilà, vraiment, il n'y avait rien. Moi, je ne me considérais pas capable de pouvoir entamer une carrière dans l'informatique. Donc, j'ai acheté un PC, je me suis mis une connexion Internet. J'ai découvert Yahoo parce qu'à l'époque, Google n'existait pas. Et voilà, c'était la claque parce que j'ai découvert que quand j'avais des problèmes, j'allais sur des forums, je postais ma problématique et il y avait des gens du Japon, des gens d'Inde, des gens de Singapour qui pouvaient me répondre avec une solution. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de personnes comme moi qui avaient les mêmes problématiques que moi à travers le Mhm. monde. À partir de là, Abdelrahman, the sky is the limit. J'étais le maître du monde. Je me disais que je vais faire des trucs de fou. Et j'étais persuadé que j'allais faire des trucs de fou. Et donc, j'ai démissionné de mon boulot. Je te jure, je croyais en moi, hein. J'ai démissionné de mon boulot et je me suis lancé en indépendant. En Belgique, il faut faire sa gestion pour être indépendant. Donc, j'ai fait en cours accéléré 3 mois de gestion, je l'ai eu. Je me suis lancé indépendant. Je commençais à vendre des logos, des menus pour les snacks au départ. Et de fur et à mesure, je suis devenu support PC, et puis helpdesk, et puis seconde ligne helpdesk. Et puis, j'ai rejoint l'équipe serveur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer vraiment mes compétences. Et en Mhm. parallèle, mon business, parce que mes clients me demandaient des personnes pour pouvoir prendre en charge leur informatique. Et donc, moi, Ok. je recrutais des gens et je les plaçais. D'accord. Super. Voilà, c'est un peu mon parcours, un peu comment je suis rentré dans l'informatique, tu vois. D'accord. Excellent. Et à partir de là,
C'est à ce moment-là que t'es venue l'idée de créer Molen Geek ou comment ça s'est passé? C'est pas vraiment une idée que j'ai eue, c'est une envie, Abderrahmane. C'est vraiment une envie qui m'a pris, aux tripes. C'est qu'à partir du moment où ça fonctionnait pour moi et que j'ai commencé à créer d'abord une boîte de consultance où je recrutais des gens et je les plaçais chez mes clients et puis, j'ai gagné tellement d'argent que je roulais avec des grosses voitures allemandes, tu vois? Et Ouais, puis, je gagnais tellement d'argent que je voulais le réinvestir et puis je me suis dit: «Tiens, je vais ouvrir d'autres boîtes en développement informatique». Donc, on développait des solutions pour des clients, mais on essayait de développer nos propres solutions pour nous aussi. Et puis, je OK. rachetais des boîtes. Je commençais à, voilà, je me suis retrouvé à la tête de 4 boîtes, allez, à la tête de plus d'une vingtaine d'employés. Et tout ça, encore une fois, le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. J'ai aucun diplôme. Et pour moi, ce monde-là, il est tellement accessible que tout le monde devrait avoir sa chance de pouvoir l'intégrer. Mmh. Et il y a plein de jeunes, enfin, il y a plein d'éducateurs et de professeurs à l'époque qui venaient me voir parce que j'étais un peu un rôle modèle à Molenbeek, parce que voilà, je faisais ce que je faisais et on me voyait que je m'en sortais bien. Et donc, j'allais dans les écoles Tu pour. passé de enfant terrible à rôle modèle en quelques années. Exactement, exactement. Et pour les jeunes, c'était important de voir. En fait, je représentais pour les jeunes qu'il y a toujours moyen. En fait, pas de Mmh. fatalisme, il y a toujours moyen. Parce que voilà, j'étais pire qu'eux. Au niveau scolaire, 12 ans, arrêter l'école à 12 ans, moi, j'allais faire des talks à des jeunes qui avaient 16 ans, qui étaient en quatrième, cinquième secondaire, tu vois, et Mmh. pour les encourager à continuer leurs études, mais en même temps à s'intéresser en parallèle à l'informatique ou à plein d'autres trucs. Et quand tu arrives et que les jeunes, ils te disent ouais, mais vous, monsieur, vous devez avoir des études, vous avez dû faire l'université pour avoir un job, et que je leur réponds, ouais, mais t'es en quelle année là? Il me fait en cinquième, et je lui fais, ben, t'es déjà plus que moi, t'as plus d'études que moi, tu peux trouver plus facilement, tu peux être meilleur que moi, allez, et tu peux faire les choses mieux que moi. Moi, j'ai quitté trop tôt. Toi, tu as encore été à l'école et donc, tu as beaucoup plus de compétences que moi. Ça, c'est clair, c'est déjà un Mmh. fait. Et en réussissant à les convaincre de ça, ça les motive à continuer l'école et ça les motive à s'intéresser et ça les motive à s'impliquer dans leur avenir parce que l'image qu'ils leur est renvoyée par les médias, la société et tout ça, elle est quand même elle est triste. Comme il n'y a pas beaucoup de perspectives. Et Oui, donc, nous, il y a beaucoup enfin, de moi, en tout chômage. cas, j'étais là pour, voilà, exactement. J'étais là un peu pour les redynamiser. Et ça, c'était dans les écoles, tu vois, Abdelrahman. Mais le problème, c'est que parfois, j'allais dans les maisons de quartier, dans les clubs de foot, dans les clubs de karaté Mmh. et d'arts martiaux, tu vois. Et dans ces clubs-là, il y a déjà, des jeunes avaient déjà quitté l'école. Oui. Pour cela, qu'est-ce que je dis? C'était compliqué de dire, va sur YouTube et tire ton plan. Il y a Mmh. des jeunes pour qui ça va aller, il y a des jeunes qui ont besoin de plus d'encadrement, de plus de Oui. suivi. Et rien n'existait à l'époque, tu vois? À l'époque, toutes les formations demandaient un prérequis. Toutes les formations, il y avait beaucoup de formations qui étaient payantes aussi et on ne voulait pas de ce genre de public, tu vois? Et c'est pour ça que l'envie, en fait, pour ces jeunes-là, tu vois, qui avaient déjà quitté l'école, c'est de là d'où elle m'est venue l'envie de créer Molen Geek. C'est de leur dire de créer un endroit où ils n'auraient plus aucune excuse, tu vois? De Mmh. créer un espace où, quand ils viennent chez moi me dire, «Ah ben, j'ai pas d'argent», ah ben, c'est gratuit. Quand ils viennent chez moi me dire, «Ah ben, j'ai pas de diplôme», ah ben, il faut aucun prérequis. Quand ils viennent chez moi me dire, «Ah ben, j'ai pas de PC», ben, on en prête, tu vois? Il y a plus aucune excuse. Et donc, Oui. s'ils veulent vraiment s'y mettre, ils s'y mettent, tu vois? Et c'est de là l'envie d'où elle est venue. C'est vraiment en allant essayer de prêcher la bonne parole, mais une fois que tu arrives à les convaincre, tu te rends compte que de l'autre côté, il y a rien pour qu'ils puissent rebondir, tu vois? Oui. Et c'est là où tu dis: «OK, il y a quelque chose à faire pas, qui est nécessaire, en fait, qui est vraiment Mmh. nécessaire pour ces jeunes-là, pour faire en sorte de les activer parce que c'est des réels talents. Parce que si moi je suis un talent actuellement et que je suis cité par le CEO de Google, eux sont plus que moi, beaucoup plus que moi. C'est juste que le Mmh. CEO de Google ne les connaît pas et c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être activés et on leur a pas donné les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leurs compétences. C'est OK. tout. Ton objectif, chez Molen Geek, c'est d'extirper, en fait, ces personnes de ces environnements, de leur donner
de les former, de les aider à s'intégrer professionnellement? Dans un premier temps, tu sais, Molengeek, on l'a développé au fur et à mesure. On a d'abord fait des événements du type hackathon. On a vu Mhm. qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, ils sont venus développer leur projet pendant ce week-end-là, du type Startup Weekend hackathon. Et puis Mhm. après ça, on a senti une frustration parce qu'après le week-end, il n'y avait plus rien. Et donc, on s'est Donc, rendu compte un qu'il startup fallait. week-end, juste pour expliquer, un startup week-end, ça OK. consiste en quoi? Un startup week-end, au fait, on réunit plein de personnes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent. Mhm. On les réunit le vendredi soir. On leur présente, certaines de ces personnes-là viennent présenter leurs idées. Et puis, on vote pour c'est des idées entrepreneuriales. Et Mhm. puis, à partir du moment où les jeunes ont présenté leurs idées, il y a une série de votes qui est faite. On sélectionne quelques projets par rapport aux résultats des votes. On crée des équipes autour de ces projets-là et on se donne 48 heures pour travailler et développer un projet clair avec un business plan, avec un plan marketing, avec des analyses de marché pendant ces 48 heures-là. Parce que le Mhm. dimanche soir, donc c'est jour et nuit, hein, et le dimanche soir, on présente ça devant un parterre, un jury de réels professionnels, d'investisseurs, d'entrepreneurs qui vont challenger le projet. Et l'idée, c'est vraiment, euh, euh, au début, les startup week-ends, c'était de créer des startups. Maintenant, c'est plus vraiment l'idée. L'idée maintenant d'un startup week-end, c'est de donner goût à l'entrepreneuriat aux jeunes. C'est de donner Mhm. goût à l'entrepreneuriat, de créer des projets, de s'investir, de remplir un business model Canva, de challenger avec toutes les méthodologies startup et de faire en sorte que il y ait ce goût à l'entrepreneuriat cette petite graine à l'entrepreneuriat qui se glisse dans leur cerveau et qui Mhm. commence vraiment à se dire, il y a moyen, je peux lancer mon entreprise, je peux lancer mon projet. Donc voilà, Oui, ça c'est l'idée du Startup Weekend. Et c'est ce oui. qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec Molengeek en mai 2015. On a lancé un Startup Weekend, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement, beaucoup de jeunes qui sont venus pour y participer. Et après le Startup Weekend, beaucoup de frustration parce que le follow-up n'était pas à niveau, parce que nous, on avait toutes nos entreprises, nos occupations, donc les personnes qui ont organisé avec moi. Et on s'est investi juste un week-end. Et puis, pour faire le follow-up des projets qui ont été créés ce week-end-là, c'était compliqué pour nous. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de frustration. On s'est dit, tiens, il faut qu'on crée un espace pour pouvoir suivre les projets qui sont créés en Startup Weekend. Donc, on a lancé un autre hackathon en janvier 2016 et on a créé l'espace en mars 2016, donc un petit espace de 60 mètres carrés. Oui. Et au fur et à mesure, tu vois, les gens venaient dans cet incubateur. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient avec des projets parce que c'était des réels entrepreneurs dans leur mindset. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient avec des compétences techniques parce qu'ils étaient à l'école, ils ont fait l'école supérieure et c'est des réels talents technologiques, des développeurs ou des marketeurs. Mhm. Mais la grande majorité des jeunes, Abdelrahman, ils venaient sans projet et sans compétences techniques, mais ils voulaient faire partie du mouvement. Oui. Ils étaient prêts à changer leur vie à ce moment-là et à s'investir. Et c'est pour ces jeunes-là qu'on a commencé à développer des formations, d'abord une en développement informatique, et puis une seconde en marketing communication. Et puis là, on a toute une série d'autres formations qu'on leur met à disposition pour pouvoir développer leurs compétences dans les technologies. Excellent. Et du coup, entre-temps, au fur et à mesure, tu as quitté ton emploi et tu t'es mis à fond dedans. Moi, en tout cas, j'ai quitté mon emploi, mon entreprise, mais mon entreprise existe toujours. Elle est en autopilote parce que Ok. c'est une entreprise de consultance. J'ai une équipe là-bas qui la gère. Mais voilà, ce qui me fait réveiller le matin, qui me drive, c'est pas mon entreprise de consultance parce que je pense qu'à partir du moment où j'ai réussi à convaincre mon père qu'il n'a pas à s'inquiéter pour moi et pour mon avenir professionnel parce que voilà, je gagnais bien ma vie, alors que j'étais une grande déception hein, à la maison. Mon père, il paniquait vraiment pour moi parce que voilà, quand on a ces enfants qui sont ingénieurs, juges et qui réussissent tout et on a dans le tas un loser. Mhm. Et voilà, moi, j'étais super motivé de réussir déjà pour prouver à mon père qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Une fois qu'il l'avait compris, je pense vraiment que voilà, ce qui me drive, c'est plus euh, montrer ma réussite professionnelle à mon père, mais c'est plus Molengeek et prouver aux jeunes que les technologies sont accessibles. Ça, je pense qu'on l'a fait. Maintenant, c'est vraiment prouver aux entreprises
que ces jeunes, c'est des talents pour leur société, leur entreprise. D'accord. Tu as évoqué déjà un petit peu les pôles d'activité que vous avez chez Molengeek. Donc, vous faites des hackathons, vous faites des formations qui sont sur plusieurs mois. Exactement. Vous faites quoi d'autre? On fait vraiment, comme je t'ai expliqué, les trois piliers, donc les hackathons, workshops, et tout ce qui Workshop, est, ouais. ouais, les workshops, les ateliers, tout ce qui est, on lance aussi beaucoup de produits online. Donc, on a les Molengeek Communities et on demande à toute la communauté Molengeek de nous envoyer des vidéos de 5 minutes sur une expertise qu'ils ont. Et sur notre chaîne YouTube, on les met, on crée des playlists et les gens peuvent aller s'intéresser sur plein de sujets différents, mais toujours liés à l'entrepreneuriat et aux technologies. Un des sujets qui est le plus vu, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des sujets le plus long, c'est comment créer un filtre sur Instagram. Et c'est Amelia qui a fait une de nos formations et qui maintenant s'intéresse vraiment aux technologies, qui a fait cette vidéo-là. Et puis, on a lancé les Molen Kits. Les Molen Kits, c'est des petites vidéos qui parlent des technologies et des applications aux jeunes, mais aussi aux parents pour que les parents puissent comprendre TikTok et Snapchat, mais de l'autre côté, pour que les jeunes puissent avoir les bons réflexes en termes de sécurité et de safety sur Internet et sur les réseaux et pour Oui. éviter le cyberharcèlement et essayer en tout cas de savoir quoi faire si cela arrive. Oui. Et puis, voilà, on a énormément de produits différents. Donc, on a les hackathons, les ateliers, on a des produits en live, on a les formations, on a l'incubateur et puis on a Molengeek Pro. Molengeek Pro, c'est vraiment une agence qui développe des solutions pour les clients. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les jeunes. Parfois, dans ces jeunes-là, il y en a qui trouvent un boulot. Parfois, il y en a qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais parfois, il y en a qui ne trouvent pas de boulot, mais qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah ben, ces jeunes-là, nous, ce qu'on fait, quand c'est des réels talents, on les recrute et ils travaillent pour notre agence qui est Molengeek Pro. Oui. Et donc, il y a plein d'entreprises qui viennent nous voir pour des projets bien différents. Et là, on a, chez ce site, en exemple, on a fait Cyber Squad. Tu peux aller le voir sur Instagram et sur Internet. Cyber Squad, on l'a fait avec Child Focus. Child Focus, qui est un organisme de protection de l'enfance en Belgique, qui est très, très connu en Belgique, sur tout ce qui est cyberharcèlement, sexto. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'accompagner le jeune s'il subit des choses comme ça, en tout cas de le prévenir, faire de la prévention et de l'accompagner pour qu'à un moment, il puisse en parler à un adulte responsable, que ce soit les parents, éducateurs ou professeurs. Trop bien. Il y a beaucoup de profils qui viennent nous voir, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent créer leur entreprise, ceux qui veulent juste faire des hackathons pour développer leurs compétences dans une très courte période ou faire des petits projets. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à Molengeek depuis la création? Donc, combien de personnes sont passées par Molengeek? Combien de personnes ont été insérées, ce genre de choses? J'ai trouvé le chiffre sur Internet de 195 jeunes. Je ne sais pas si c'est à jour. Mais ça, c'est pas à jour du tout. C'est juste la Ouais. coding, c'est juste la formation codage informatique. Pourquoi? Parce que dans le codage informatique, on est à la 17e promotion. La 17e promotion d'une vingtaine, c'est 20 élèves par promotion. Et donc, c'est rien que ça, on est déjà à 340, tu vois. On a les marketing, on a les formations en marketing, on a les formations comme je t'ai expliqué, Salesforce, AWS et tout ça. On en a touché plus de 500 maintenant. Et quand je dis touché, on a formé plus de 500 jeunes à une réelle fonction. Tu vois, c'est des formations longues. Ça veut dire c'est entre 4 et 6 mois. Et donc, c'est vraiment pour avoir une fonction. Tu vois, Oui. on a d'autres formations qui sont beaucoup plus courtes. C'est d'1 jour ou de 3 jours. Et ça, c'est des formations sur des outils. Donc, Oui. ça complète déjà les compétences que tu as. Et donc, ça, je ne les compte même pas, mais on est à plus de 500. On les a formés donc soit en web dev, soit en marketeur, soit en tant qu'architecte Amazon Web Services, soit en tant qu'architecte Salesforce. Donc voilà, ça c'est plus de 500. Et puis on a les formations courtes. Ça se compte en milliers, vraiment, parce que rien que cette année, je crois qu'on en a fait 1165. Rien que cette année. Les Et formations on a courtes, ça. c'est par exemple? Ouais. Photoshop, InDesign, Premiere Pro. Ça, c'est pour la série Adobe, mais on a du WordPress, mais c'est la gestion WordPress. Donc, c'est comment créer un WordPress, comment le gérer, comment insérer des plugins, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'employeurs qui veulent recruter des personnes, mais
par exemple, qui sont très bons en communication, mais qui veulent en même temps, qui gèrent leur site WordPress. Et donc, ils viennent nous voir. Cette personne-là vient nous voir pour faire la formation. Et puis, grâce à cette formation, elle trouve un emploi après parce qu'elle a la bonne compétce en plus. Donc, on a du Oui, WordPress, on a de l'HTML, CSS, on fait du réseau social et tout. Donc, comment communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit clair, c'est pas comment une personne privée communique sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment comment on fait en sorte que sa marque, pardon, puisse être représentée sur les réseaux sociaux, quel réseau, quel type, comment on communique sur les différents types de réseaux sociaux. Et puis, on a Google Analytics, on a Google Advertising et on a tout, comment faire aussi des promotions, enfin, comment faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux oui, du type Instagram, Facebook aussi. ok, Donc voilà, c'est des formations qui vont pas durer 6 mois, ça, tu vois. C'est d'accord. des formations qui durent 2, 3 jours. Et tout ça, c'est gratuit. Tout est gratuit. Wow, Exactement, tout est gratuit. excellent. Une des barrières qui mènent vers les technologies, une des premières barrières, c'est les finances. Et Oui, donc, si on veut que vraiment accéder à un public qui a envie de se lancer, qui a envie, mais qui a envie de s'y mettre vraiment et qui a cet état d'esprit de s'investir, je veux dire, en termes d'énergie et de temps dans les technologies, il faut retirer cette barrière qui est les finances, sinon ça n'a pas de sens. On favorise aussi que les, que les mieux lotis, tu vois. Donc, oui, tout est gratuit. C'est une des conditions qu'on a, même pour nos franchisés. Nos franchisés, par exemple, ceux qui sont à Amsterdam, à Rotterdam ou en Italie, ils ont des noms différents, par exemple, parce que ça doit être fait à la sauce, je veux dire, hollandaise ou italienne. Donc, à Amsterdam, ça s'appelle Tech Grounds by Molengeek. En Italie, ça s'appelle TechStation by Molengeek. Mais ils ont des guidelines obligatoires à respecter. Par exemple, la gratuité, l'accessibilité. L'accessibilité, ça veut dire en termes d'accessibilité avec les transports en commun, mais aussi en termes d'ouverture. Les bureaux doivent être ouverts, on va dire, de 8 heures jusqu'à 20 heures minimum. Il ne faut pas qu'ils ferment plus tôt que 20 heures et des choses comme ça. oui, Nous, on essaie d'être, nous, ici à Molenbeek, par exemple, on ferme rarement avant minuit. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent après l'école parce qu'il y en a qui sont. L'incubateur est ouvert à tout le monde. Donc, il y a des jeunes qui étudient encore, mais aussi il y a des personnes qui travaillent et après leur boulot viennent lancer leur entreprise dans l'incubateur. d'accord. Pour vous financer, donc tu as parlé tout à l'heure des dons de grandes entreprises comme Google, etc. C'est comme ça que vous vous financez? Grâce aux En, entreprises, les en, sponsors? En grande partie, c'est grâce aux entreprises. Et puis, depuis peu, on a vraiment le Molengeek Pro, tous les développements qu'on fait qui nous rentrent une marge bénéficiaire qui fait que on arrive à se financer un côté aussi. Et puis, de Mhm. l'autre côté, on est fournisseur officiel de formation à ce qui est Actiris et Bruxelles Formation, donc qui est la NPE en France, je Mhm. pense. Donc, on fournit des formations pour les chercheurs d'emploi et on est financé pour ces formations-là. D'accord. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est voilà qu'on voit. Maintenant, on est en train d'aller pour 2021. On va essayer à ce que les entreprises qui embauchent nous financent en partie. Donc, Ok. l'idée, c'est d'intégrer les entreprises qui comptent embaucher des personnes dans le développement, dans le marketing ou avec des technologies Salesforce, AWS ou autres, de les intégrer dès le début de la formation, de créer une relation entre ces entreprises-là et de futurs étudiants pour faire en sorte que l'entreprise parraine la formation de certains étudiants et pour qu'ils puissent les embaucher par la suite. Donc voilà, on Ok. essaye de trouver un peu des solutions un peu innovantes pour que, pour se faire financer parce que le, ce qu'on fait, ce que je dis au pouvoir public tout le temps, c'est ce qu'on fait, c'est on n'a pas besoin de subsides, on a besoin d'investissement parce qu'il y a un retour sur investissement, parce que les jeunes trouvent un boulot, payent des impôts et payent beaucoup de taxes. Et donc, ce retour-là, il est pour la ville ou pour le pays. Donc, c'est pas de Mhm. l'argent jeté, je veux dire, en mode subside, comme si on allait jouer au bowling, comme quand je faisais de l'occupationnel, moi, quand j'étais Ouais. éducateur. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment, on crée, c'est des personnes qui passent de chercheurs d'emploi à employés où on paye des lois sociales, on paye des taxes et tout ça, c'est un retour pour l'État. Et donc, c'est pour ça que je défends la thèse de l'investissement et pas du subside pour ce Oui. qu'on fait. D'ailleurs, c'est lié à une question
d'un des auditeurs que j'ai eu, donc je vais te la poser. Est-ce que les pouvoirs publics locaux constituent un frein ou est-ce qu'ils vous aident, est-ce qu'ils vous supportent? Ils nous soutiennent énormément. En tout cas, c'est quelque chose où ils sont très fiers de Molenbeek, les pouvoirs publics. C'est difficile de parler de pouvoirs publics locaux en Belgique, on est petit, donc c'est déjà national directement. Donc, on est soutenu partout. Donc, c'est pour ça qu'on est à Anvers et à Charleroi, parce on a une antenne en Flandre et une antenne en Wallonie. Et nous, à Molenbeek, on est à Bruxelles. Donc, on est fort soutenu, mais dans la limite du possible. Donc, ils essayent de faire, je le vois vraiment, hein, pour être honnête, je le vois vraiment, ils essayent de faire un maximum, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et donc, on essaye vraiment de trouver des pistes avec eux pour pouvoir développer, parce qu'ils se rendent bien compte, s'ils nous soutiennent, c'est aussi parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une solution supplémentaire à leur panel de solutions pour les jeunes, en tout cas en termes de valorisation de formation, et leur donner envie aussi, quand on arrive enfin, actuellement, quand les jeunes ils quittent l'école, comme moi je l'ai quitté à 12 ans, les seules Mmh. perspectives qu'on avait, c'était soit être éducateur comme je l'étais, soit travailler dans les transports publics, donc conduire un bus ou un tram ou un métro, ou soit voilà, à Bruxelles Propreté, donc aller chercher, voilà, ramasser les poubelles ou faire du nettoyage dans la ville. Donc, c'est très honorable comme métier, c'est pas ça, mais encore une fois, on est mis en concurrence avec parfois des personnes primo-arrivants qui n'ont même pas la langue et tout ça. Alors que non, nous, on est nés ici, on a été à l'école ici, et on devrait être plus exigeant envers les jeunes qui sont nés ici, parce qu'ils sont capables de faire mieux qu'une personne qui débarque à peine d'un autre pays, qui connaît même pas la langue et qui peut le remplacer. Donc, non, et c'est pour ça que c'est important pour moi, en tout cas pour tous ces jeunes de deuxième, troisième, quatrième génération, qui puissent en tout cas exploiter leur talent si jamais ils en ont envie et la motivation, qu'ils puissent le faire même si l'école leur convient pas. Oui. Est-ce qu'il y a c'est une deuxième question aussi que j'ai, alors il faut que je la retrouve. Hem, c'est pas grave, je m'en souviens. Donc la question, c'était en gros, est-ce qu'il y a un suivi après les formations, après ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce que vous les accompagnez un petit peu? Vous les orientez des opportunités de travail? Ou est-ce que vous les lâchez C'est sur la nature? c'est vraiment notre différence par rapport aux autres centres de Mmh. formation. Mmh. C'est pour ça que moi j'aime bien appeler Molengeek un écosystème. C'est qu'à partir d'un moment où un jeune rentre dans la formation, moi personnellement, je lui fais une promesse, c'est la promesse de l'activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se donne les moyens et il met l'énergie nécessaire et il investit le temps nécessaire dans sa formation, après sa formation, soit il trouve un job, et on a un réseau de partenaires énorme. Par exemple, un de nos partenaires, c'est Proximus. Proximus, c'est le fournisseur Internet GSM national. Donc, il n'y en a qu'un seul qui est national, et c'est Proximus. C'est 14 000 employés en Belgique, c'est énorme. Et il me casse la tête pour recruter des gens de Molingui. Tous les jours, je reçois des job descriptions de leur part avec avez-vous ce type de profil et tout, pour les recruter. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment les mettre en contact avec tous nos réseaux pour qu'ils trouvent un travail. Mmh. Si jamais il n'y arrive pas, pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à ce niveau-là, il y a toujours l'entrepreneuriat. Donc, on a l'incubateur, et on peut l'aider vraiment à lancer son entreprise, vendre ses services. Vu que c'est du développement informatique, vu que c'est du marketing, vu que c'est d'autres services je veux dire, très rentables en tant qu'entrepreneur ou indépendant, on peut l'aider et l'accompagner à ce niveau-là. Si jamais il ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, et si vraiment il est bon, là, on a toujours le Joker Molengeek Pro, on peut l'engager dans l'équipe Molengeek Pro. Donc oui, on a un follow-up, parce que nous, former pour former, ça n'a aucun sens. Vraiment, l'idée, c'est former pour donner l'accès à l'emploi. Sinon, c'est vraiment la liberté économique avant même de parler de travail plus digne ou autre. C'est déjà de leur donner des perspectives et des opportunités pour leur futur, parce que c'est un job, mais tu vois, en leur donnant des compétences, c'est pas juste un job, tu leur donnes des perspectives sur 10, 15 ans, parce qu'ils ont les compétences et ils savent qu'ils pourront changer de job
C'est pas quand on leur donne un job vite fait comme ça de chauffeur de bus ou autre. Oui, Donc oui, ok. le follow-up, il est important pour nous, il est primordial en fait. Et en chiffres, si je dois te donner des chiffres, on a 85% de sorties positives. Ça veut dire quoi, sorties positives? Ça veut dire soit des jeunes qui trouvent un emploi, soit qui se lancent dans l'entrepreneuriat, soit qui se lancent dans des formations tech plus haut niveau. On a toute une série de jeunes qui ont quitté l'école assez tôt, genre 14-15 ans, qui ont réussi leur examen d'entrée et sont en train de faire un bachelor en informatique. Donc, il y en a Hmm, beaucoup aussi qui reprennent les études parce que, parce que parfois, c'est pas l'école qui n'allait pas, mais c'est les fréquentations. Mais eux, ouais. ils ont le mindset école. Donc voilà, tout dépend, vraiment, tout dépend du jeune. C'est au cas par cas. Oui. Est-ce que tu as des belles histoires à raconter par rapport aux créations d'entreprises ou d'intégration dans les entreprises? J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Déjà, je vais vous raconter l'histoire, la première histoire de Isra. Isra qui a fait une formation chez nous et qui maintenant vit à Dublin chez Salesforce. Qui a été recruté par Salesforce même. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est Hassan. Hassan qui est venu nous voir alors qu'il était à la STIP. Il était en post-carrière à la STIP parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, la C'est STIP, quoi la pardon, STIP? c'est les Hmm, transports de Bruxelles. C'est ok, Société de transport intracommunal bruxelloise, quelque chose comme ça. ok. Donc, il roulait les bus, en fait. Il roulait les bus à Bruxelles. Et Hmm, il avait fait une petite post-carrière parce qu'il n'en pouvait plus. Il a fait une formation et donc, tu te rends bien compte que le gars, on lui avait donné un bus à rouler et maintenant il est à Dublin chez Salesforce. Et voilà, c'est quand même un autre profil. C'est un père de famille. Il est parti avec toute sa famille et tout à Dublin. Il est chez Salesforce et il développe ses compétences. Et je suis super fier de lui parce qu'il a toujours cru en lui. Et moi, j'ai toujours cru en lui. Et là, maintenant, ça montre bien, pour moi, c'est le proof of concept qu'il y a beaucoup, beaucoup de talents qu'on n'exploite pas comme il faut hmm, et qui sont en train de rouler des bus ou des taxis, et alors qu'ils pourraient être vraiment des plus-values pour notre société, notre entreprise à d'autres niveaux. Et donc, ça, c'est les belles histoires. Et puis, on a l'histoire de mon ami Khalid qui est Molenbeekois, qui fait les marchés, à l'époque, il faisait les marchés. Euh, il vendait les marchés des fruits et légumes, quoi. C'était un maître fruitier. Il vendait les fruits et légumes. Il n'en pouvait plus parce que marié, des enfants, il me dit, Brahim, moi, j'ai envie de changer. Et donc, on réfléchit un peu avec lui. On se dit, tiens, on va livrer des paniers de fruits dans les entreprises. hmm. On l'aide à se digitaliser. On l'aide à marketer un petit peu. Aujourd'hui, Khalid, c'est 3 camionnettes. C'est 300 paniers de fruits par semaine livrés dans les entreprises. Il a arrêté les marchés depuis déjà 2 ans. Voilà, il cartonne et c'est pas très tech, Il a scalé. mais pour moi, tu rigoles, mais pour moi, c'est une vraie réussite. Moi, c'est la création d'emplois, Trop bien, bien ma sûr. réussite. Parce que Hmm, rien que Khalid, il a là 6 employés, ça tourne et tout, il a des livreurs et tout, il a des gens qui préparent les paniers de fruits et tout. Et non, je suis désolé, tu vois, pour moi, mettre les gens à l'emploi, avoir des startups de 5-10 personnes, des entreprises de 5-10 personnes, je travaille pour ça. Après, si j'en ai une qui en recrute 14 000 comme Proximus ou plus de 100 000 comme Google, c'est très bien aussi. Mais là, on regarde un peu l'urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est une stabilité financière pour la plupart des jeunes qu'on voit pour qu'ils ne soient pas tentés par autre chose. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, c'est une réelle réussite. Je le vois vraiment comme une réussite. Et puis, on a hmm. Molenbeek. Molenbeek, c'est une personne qui est venue au deuxième hackathon qu'on a organisé, Antoine. Et tu vois, on l'a inspiré pour son nom d'entreprise, hein, tu vois. Il a appelé ça Oui, Molenbike. Et donc, il fait de la livraison cargo. Donc, la livraison cargo, c'est en vélo. Donc, en gros, c'est quoi? Ils ont des vélos avec des gros paniers devant. Donc, quand c'est des vélos manuels, c'est 150 kilos. Quand c'est des électriques, ils peuvent aller jusqu'à 250 kilos. Et tu sais que maintenant, il y a beaucoup de piétonniers à Bruxelles. Et donc, il y a plein de restaurateurs et tout qui ne peuvent pas se faire livrer en voiture. Et donc, eux se font livrer à vélo. Et pourquoi je te parle d'eux? Parce que maintenant, ils sont 19. Ils sont hmm. 19 et ça commence avec un gars. Et ils sont 19 livreurs et tout. Ils ont créé leur société et ils travaillent pour des médias, des grands médias bruxellois. Ils distribuent leurs journaux. En même temps, ils distribuent les fruits de restaurants, de marchés bio vers des restaurants un peu plus huppés, des choses comme ça. Et ils sont 19 à travailler, à gagner leur vie avec ça. Donc pour moi, c'est une Trop vraie bien. success story aussi. Trop bien, excellent. Et qu'est-ce qui a fait que le CEO de Google, Sundar Pichai, est venu l'année dernière? Pourquoi il est venu chez vous? Pourquoi il est venu chez nous? C'est une super bonne question. Il était de passage à Bruxelles et Google Europe. Donc ici à Bruxelles, on a Google Europe et il leur a proposé
plusieurs initiatives qu'il pourrait aller visiter et tout. Et il nous a choisi, nous, parce que pour lui, ça avait du sens. Mhm. Euh, et pour nous, voilà, on a été très honorés qu'ils nous choisissent, nous, parce qu'encore une fois, on n'est pas les seuls en qui il a investi en Belgique. Et donc, nous, allez, en Belgique, ils ont investi, je crois, 3 data centers énormes qui sont juste à Mons, là. Tu vois, c'est des Ouais. trucs, ils auraient pu aller là, ils auraient pu aller dans d'autres endroits. Google a investi beaucoup plus d'argent, comme le Google Atelier et plein d'autres choses. Ah ben Mhm. non, ils sont venus chez nous et moi j'ai été très honoré parce que ça l'intriguait vraiment parce qu'on lui ont présenté en lui disant voilà que voilà ce qu'on s'est essayé de faire, c'est essayer de ramener un monde sans opportunités qui se trouve dans les quartiers vers un monde plein d'opportunités qui se trouve dans le monde des technologies et des emplois à ce niveau-là. Mhm. Et il trouvait ça génial comme idée et il voulait voir si ça fonctionnait. Et quand il est venu, il a rencontré des gens de tout type de profil et il trouvait ça génial. Ouais, il a vu que ça fonctionnait clairement. Super. Tu m'en parlais, on a discuté il y a quelques jours, tu disais que un de leurs KPI, c'est le nombre de vies transformées, c'est ça? Combien de vies tu transformes? Exactement. Nous, quand ils nous financent, l'équipe qu'ils ont, c'est les personnes qu'on touche. Donc voilà, Mhm. on peut les toucher via des workshops, via des hackathons, via des petits. Et puis on a transformer la vie des gens. Et quand j'aurais posé la question, c'est quoi transformer la vie des gens? Ils me disent en gros, c'est quand il y a une personne avec une formation de plombier ou de maçon ou sans formation qui rentre chez vous et qui ressort avec de réels potentiels ou une réelle carrière à venir dans les technologies. Ça, c'est changer la vie des gens pour Google. Et là, à ce niveau-là, on a vraiment des très, très bons KPI. On a vraiment des très, très bons KPI parce qu'il y a toute une méthodologie. On n'est pas à l'école, Abdelrahman, on n'est vraiment pas à l'école à Molenbeek. Et Mhm. la meilleure définition que je peux te donner, c'est ma sœur qui me l'a donnée. Elle est venue visiter Molenbeek au début de l'année 2020 et Oui. elle a vu tous ces jeunes, tous ces gens-là en train de coder, en train de faire plein de trucs sur leur ordinateur. Elle m'a dit, Brahim, en vérité, ce que tu as fait ici, c'est l'école de tes rêves. Ben voilà, en réalité, inconsciemment, j'ai peut-être fait l'école de mes rêves, une école qui pourrait être ouverte jusqu'à minuit, une école où j'aurais pas des profs ou quoi, mais ce serait plus des amis, des collègues ou je sais pas comment, ou des gens, on se parlerait un peu plus d'égal à égal, on essaierait de pousser vers le haut tout le monde et pas de segmenter comme ça un peu, d'individualiser les gens. Nous, à Molingui, quand il y a quelqu'un qui comprend, par exemple, euh, une technologie genre React, ben, s'il y a un jeune Ouais. qui vient voir un coach et lui dit, voilà, moi j'ai compris React, j'ai compris les tenants, les aboutissants de cette technologie, et ben, le coach, le premier truc qu'il va lui dire, c'est, OK, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu as fait pour que les autres comprennent? Et donc là, le jeune retourne voir ses camarades de promotion pour essayer de leur expliquer parce que pour lui, déjà pour le jeune, le fait de l'expliquer, il comprend encore mieux et peut contrôler s'il a bien compris. Et de l'autre côté, ça permet à toute la classe de pouvoir évoluer ensemble. Parce qu'en entreprise, c'est ça qu'on veut, c'est évoluer ensemble, c'est faire en sorte que toute l'entreprise réussisse et pas juste une personne de l'entreprise. Alors qu'à l'école, on nous apprend tout le contraire, c'est chacun pour soi. Et ce genre de mentalité-là où on est moins collaboratif, c'est un vrai Mhm. problème. C'est un vrai problème dans l'entreprise. Là, ce qu'on appelle, nous, du collaboratif, à l'école, on appelle ça de la triche. Et donc, c'est ça, c'est ça où il faut essayer de changer les mentalités. Ouais. À l'école, c'est la concurrence. Exactement. Je voulais te parler un petit peu revenir un peu plus tôt sur la création de Molen Geek. Ça coïncide, je crois que ouais, ça coïncide c'est quasiment la même année ou l'année d'après avec les attentats qu'il y a eu en France. Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé en France en 2015, aux attentats de 2015, avec les personnes, donc c'était des personnes qui venaient de Molenbeek, donc il y a eu Ouais. une très mauvaise image à ce moment-là de Molenbeek due à ces attentats. Est-ce que la création de Molen Geek est liée à ça ou ça n'est pas lié à ça? Non, bah, c'est pas du tout lié à ça. On a créé Molen Geek en mai 2015. Les attaques de Mhm. Paris ont eu lieu en novembre, hein. Et donc, on a vraiment créé par rapport à
On se rendait bien compte aussi qu'il y avait on avait des personnes qui commençaient à être de plus en plus désespérées dans les quartiers par manque d'opportunités et des choses comme ça, mais on a créé vraiment pour essayer de créer des opportunités, des perspectives d'avenir pour certains jeunes, mais c'est pas lié du tout aux attaques de Paris. Les attaques de Paris, malheureusement, elles sont arrivées, et malheureusement via des personnes de Molenbeek. Et ce qui nous a fort impacté. On a vraiment eu un Molenbeek bashing après ça, mais on l'a vraiment vécu parce que moi, j'ai grandi, j'ai habité pas loin de Salah Abdeslam, donc toutes les voitures de journalistes, elles étaient devant chez moi, et donc on était vraiment assiégés. Vraiment, le mot, il est bien choisi. On était assiégés par la presse et les médias. Il y avait de la presse de Russie, de Chine, de tout, enfin, du monde entier. Et ça interviewait n'importe qui, n'importe comment, et tout le monde prenait la parole, tellement qu'on cherchait de la parole, n'importe quel passant pouvait parler, et ça racontait n'importe quoi, au fait. Et pour moi, c'était très dur. En tout cas, pour tous les Molenbeekois et Bruxellois, c'était difficile d'allumer sa télé, d'entendre déjà des bêtises constamment. Et de l'autre côté, de le subir sans pouvoir rien dire et d'être patient, c'était vraiment très compliqué parce que, parce que relier, enfin pour moi, ce qui est encore aberrant, c'est d'essayer de relier ce genre de problématique à un endroit géographique. Ça n'a aucun sens. On peut Hmm. pas définir, il n'y a pas eu un gaz spécial qui est passé à Molenbeek pour rendre ces gens-là comme ça. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres problèmes qui sont derrière et qu'on veut peut-être pas mettre en exergue parce que ça implique la responsabilité de pas mal de personnes. Mais je pense que voilà, pour nous en tout cas, ça a été très dur, mais on a dû faire Hmm. avec. Et donc, on avait prévu un hackathon fin novembre 2015. On l'a annulé et on l'a reporté au fait à fin janvier 2016. Ok, Voilà, ça c'est l'impact que ça a eu sur nous. ça vous a ralenti un petit peu. Ça nous a ralenti un petit peu et ça nous a motivé plus. Je Oui. t'avoue aussi parce qu'on a là, c'était vraiment une grande claque pour nous de se rendre compte à quel point c'était, comment dire, c'était nécessaire de faire des choses comme ça. C'est pas juste, c'est cool. Non, c'est nécessaire en fait. C'est, c'est, Hmm. c'est, c'est super important de le faire et on avait presque plus le choix. Oui. D'accord, donc ça vous a En fait, voilà. même motivé à Bah, persévérer ouais, dans la question. enfin, ouais, j'ai envie de te dire plus que motivé, ça nous a plus donné le choix en fait Oui. d'arrêter. On pouvait plus arrêter. Après ça, on pouvait plus arrêter. On pouvait plus se dire, on va pas faire une initiative pareille qui va permettre, qui risque de déboucher sur ça. Je parle pas d'initiative, mais de donner des débouchés aux jeunes à ce Ouais. niveau-là. Alors qu'il s'est passé ça, au fait. C'est d'autant plus nécessaire de le faire. Donc, ça nous a mis un peu, je veux dire, voilà, on ne savait plus reculer. On savait plus reculer. Et donc, oui, ça nous a motivés, mais plus que ça, quoi. On n'avait plus le choix que de le faire. Hmm. Comment la spiritualité t'a aidé dans toutes ces épreuves? Donc, dans la partie, je parle de plusieurs parties. Donc, la partie au début des études, tu vois, c'était échec sur échec, où tu voyais tes frères et sœurs réussir et toi, tu étais au point mort. Puis ensuite, quand tu as commencé à travailler, puis ensuite, tu as lancé ton projet. Comment est-ce que ça t'a accompagné dans tous tes choix de vie? Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, la spiritualité. Je ne fais pas des choses sans que ça en fasse partie. Et ça me permet de voir les choses positivement, même quand elles sont un peu malheureuses. Hmm. Et ça me permet vraiment de pouvoir me relever sans cesse, même après les échecs et les échecs et les échecs. Ce que je dis, quand on me pose la question de ce que j'ai appris pendant cette période de ma vie où j'ai raté l'école et que je passais d'échec en échec en échec, en fait, les gens auraient tendance à dire, bah, vu qu'on est passé d'échec en échec, ben, on n'a pas appris Hmm. grand-chose. En fait, moi, j'ai appris à ne plus avoir peur de tomber.
J'ai plus peur de tomber. Si je tombe, ben, je me relèverai. Et parce que je le fais pas pour la réussite, je fais pas ce que je fais pour la réussite. C'est un concours de circonstances, cette réussite, le fait que le CEO de Google pense à nous, le fait que ça prenne des envergures internationales, le fait que ça fonctionne, qu'il y a vraiment des jeunes qui se mettent en emploi et qui maintenant on existe depuis quelques années et j'ai des jeunes célibataires qui sont rentrés en formation et maintenant quand je vais les voir, c'est des jeunes personnes qui sont mariées avec leur premier enfant et en entreprise. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Je veux dire, faire un truc qui a du sens, faire une initiative qui a du sens, pour moi en tout cas, sans spiritualité, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été Oui. beaucoup plus compliqué. La spiritualité m'aide dans mes décisions, dans mes prises de Mhm. décision, elle m'aide mes rappels à l'ordre et tout ça, elle m'aide énormément. Elle m'accompagne tout le temps. Ouais. Mais à 12 ans, quand tu échoues, 13 ans, tu avais déjà la maturité de te dire Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Là, Genre, à 12 ans, j'accepte. à 12 ans, alors, à 12 ans, 13 ans, j'étais plus sous le couvert je veux dire, de l'insouciance, on verra bien, tu vois. Ouais. Et j'avais des rôles modèles qui étaient intéressants. Moi, mon rôle modèle, un de mes premiers rôles modèles, c'est le père d'un ami à moi qui avait une entreprise florissante. C'était un abattoir de volailles. Mhm. Il l'a toujours, hein, un abattoir de volailles. Je travaillais là de temps en temps pendant mes vacances scolaires. Donc, voilà. Et cette personne-là était illettrée. Mhm. Moi, je travaillais là, donc je voyais comment ça se passait, je voyais les gens, comment ils lui parlaient, donc les fournisseurs, comment ils lui parlaient, je voyais le chiffre d'affaires qui se faisait, je tenais la caisse de temps en temps, donc je voyais tout cet argent passer et la personne ne savait pas écrire, elle ne savait pas lire. Moi, mon rôle modèle, c'était ça au départ, tu vois, et je me rattachais à ça en me disant, si lui, il a fait ça, Mhm. ah, ça va, moi je sais les réécrire, je pourrais aller un peu plus loin. C'est ça que je me disais. C'est, c'est ça. À mes 12-13 ans, je me rassurais comme ça. Et je pense vraiment que la spiritualité, elle est rentrée en compte. C'est quand j'ai quitté mon job d'éducateur. Oui, Quand je me suis dit, ce que je fais ici, ça n'a pas de sens, en fait. oui, Pour moi, hein. Il y a des éducateurs, encore une fois, je le répète, hein, qui font un travail formidable, qui est nécessaire. Mais moi, là, j'avais pas cette fibre-là. Et je me rendais compte que j'étais juste dans l'occupationnel et ça n'allait pas. Et ça n'allait pas. Et je crois que cette décision de partir de là, c'est ma spiritualité qui m'y a poussé en me disant, c'est pas possible, c'est pas toi, de rester là. Mhm. Tu n'es pas comme ça. Voilà. Ouais, tu es passé d'une quête de tranquillité, d'amusement, d'être payé, à une quête vraiment de sens, de vouloir trouver un sens à ce que tu faisais. Mhm. Exactement. Exactement. Je me suis lancé quelques défis à moi-même aussi par rapport à ça. Et après, toute ma vie, en fait, je me suis lancé des défis. Et c'est ce qui me donne envie de me challenger tous les jours. C'est toute ma vie, je me suis lancé des défis. Et à chaque fois Mhm. que ça aboutit, si j'y arrive et si je réussis, parce que j'oublie vite mes échecs, hein, donc mes échecs, je les retiens pas. C'est pas quelque chose. Mhm. J'ai ce don qui fait que je les oublie très vite et ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Par contre, mes réussites, à partir du moment elles deviennent une réussite, j'ai envie de rebâtir quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec mes entreprises, et puis c'est ce qui se passe avec Molengeek, et c'est pour ça qu'on est à l'international, et c'est pour ça qu'on est toujours dans un flux continu de création. Oui. Mais c'est fou de se dire que des personnes qui ont justement eu l'opportunité, on va dire, de faire des grandes études dans des grandes écoles, euh, ont pas forcément, n'arrivent pas forcément, ne pourraient pas forcément réussir à faire ce que toi tu as réussi à faire. Et c'est ça qui est fou. Bah, écoute, j'ai envie de te dire que c'est peut-être parce que j'ai pas été dans les grandes écoles que j'ai eu plus facile à le faire. C'est peut-être parce que j'avais pas la grille de lecture scolaire qu'on impose à Mhm. tous ces élèves que j'ai réussi à le faire. Moi, j'ai fondé Molengeek avec un ami à moi, Morad, qui a fait le business school. Et à chaque fois, il me dit, Ibrahim, tu te lances dans des trucs, tu calcules pas les risques. Je fais parce qu'on m'a pas appris à les calculer, les risques, on m'a pas appris à les calculer, tu vois.
Et moi, c'est un vrai frein. Si on m'apprend à calculer, si on m'apprend à calculer les risques, pour moi, c'est un vrai frein. Je peux pas entamer, je veux dire, commencer quelque chose et me dire, ah, mais il faut faire attention à ça, ça, ça. Oui, dans les grandes lignes, mais pas comme ils le font à l'école, dans les détails, ou voilà. Donc, c'est pour ça que être un peu, comment ça, comment je vais te dire, euh, se jeter un peu à l'eau sans mesurer complètement la profondeur, c'est important Hmm, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Si on doit tout hmm. calculer, le moindre risque, on va jamais rien faire. Oui, ouais, c'est clair. Les entrepreneurs disent souvent que si on leur avait dit à l'avance toutes les difficultés qu'il y aurait eu à lancer leur projet, même les grandes entreprises, tout ça, si on leur avait dit à l'avance la difficulté, ils auraient jamais commencé. Non, c'est clair, il faut aller avec une mentalité très optimiste au départ. Il faut aller avec une mentalité très optimiste où on va nous ouvrir toutes les portes. Et puis, quand on ne nous ouvre pas toutes les portes, ben, on est agile et on essaie de les contourner, de passer par la fenêtre et de trouver d'autres solutions qui sont plus pratiques. Mais jamais, moi, si à un moment, enfin, calculer les risques comme mon ami Morad le fait, ça m'angoisserait. Ça Hmm, m'angoisserait. Donc, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est pas possible parce que parfois, il arrive à me poser des questions en me disant et si cette entreprise ne veut pas? Mais moi, dans ma tête, elle veut, d'office, elle voudra. hmm, Même si j'ai pas posé la question. Mais si je me dis, si elle veut pas, si j'intègre ça dans ma tête, ça va me mettre plein de doutes dans mon esprit et tout ça. Et non, en fait, c'est pas intéressant. Et je pense que la plus-value, elle est là peut-être aussi, Abdelrahman, de ne pas être allé à l'école. C'est qu'on t'a pas appris à calculer tout ça. Et donc, tu fais pas attention et tu vas un peu tête baissée. Tu fais pas n'importe quoi non plus, hein. Tu vas dans les oui, grandes lignes, tu vois, mais tu vas un peu tête baissée, très optimiste et tu essaies d'être le plus agile possible pour pouvoir te retourner le plus vite possible dans des situations critiques, tu vois. Mais voilà. Mais oui, c'est compliqué aussi pour tous ces jeunes toutes ces personnes qui suivent des grandes études et qui, pour moi, elles ont plus de mal à être innovantes vu qu'on leur a bouffé cette innovation à l'école. Tu comprends? hmm, On leur a oui, cassé, on leur a retiré cette innovation à l'école, tu vois. oui, Et c'est compliqué pour elles d'être innovantes à ce niveau-là parce que si tu viens au départ et que tu leur expliques c'est quoi Mullen Geek avant que ça existe, tu vois, ils vont te dire ouais, non, c'est pas rentable. Non, je vois pas. Tu vois, c'est vrai, ouais, tu vois, ils vont te dire c'est pas rentable, pourquoi le ça vaut pas faire? le coup. Ça marchera pas. Voilà, ça vaut pas le coup, il y a tel risque, tel risque, tel risque. Alors qu'en réalité, voilà, tu vois, c'est les personnes Hmm, innovantes, les personnes qui lancent des trucs, ils se ramassent. Enfin, je sais plus qui a dit, ben, si tu t'es jamais ramassé, si tu t'es jamais tombé par terre, c'est que tu n'as jamais essayé quelque chose, tu vois. oui. Tu disais juste plutôt que tes frères et sœurs, ils avaient peur de tes doigts parce que vu d'où tu es parti et où tu es arrivé, elles sont puissantes. T'as fait des doigts pour en arriver où tu es pour que Dieu t'aide dans tes projets, à accomplir des choses, ce genre de choses. Chaque prière, à chaque prière. À chaque prière, j'ai une série de doigts que je fais et je peux te dire que c'est quasiment les mêmes depuis que j'ai 20 ans. Et une de ces doigts, c'est d'ouvrir une école où on accepterait les personnes telles qu'elles sont, qu'elles soient tatouées, qu'elles soient voilées, qu'elles soient, peu importe, tu vois. Et franchement, quand tu as 20 ans et que tu travailles, tu tires des câbles, tu vois, dans un building et que tu fais ce genre de art, tu le fais parce que c'est juste irréaliste. Tu comprends? Hmm, Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais ce genre de art à 20 ans pendant que tu tires, enfin, quand tu travailles en intérim et que tu tires des câbles dans des buildings d'entreprise, tu fais ce genre de art parce que c'est en mode, ouais, ça arrivera jamais. Donc, tu le hmm, demandes à Dieu. Tu vois, c'est comme tu demanderais, je sais pas moi, à gagner à l'euro million, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est, tu te oui, dis, ça arrivera jamais, donc je le demande. Je vais pas demander à un Dieu un truc que je suis plus capable de faire. oui. Tu comprends? Tu vois la différence? Donc, ouais, tu Hmm, demandes des choses qui sont pour toi, tu sais que tu n'es pas capable de le faire. Et donc, c'est pour ça il y a énormément de choses qui se sont réalisées entre-temps, tu vois, et hmm, que j'étais sûr de ne pas y arriver. hmm. Super. Donc, ouais. Bah, écoute, Ibrahim, c'est vraiment, vraiment ton histoire, elle est vraiment inspirante.
Euh, je te remercie beaucoup pour ton temps, le temps qu'on a passé ensemble. Est-ce que tu as un livre, un livre ou ouais, un documentaire ou un podcast à recommander aux auditeurs qui toi t'a marqué? Euh, Écoute, il y a un film que je vais recommander que moi, ça m'a marqué. Oui. Ça m'a marqué parce que j'essaye de l'expliquer aux jeunes, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à trouver les bons mots. J'arrive pas à trouver la bonne manière de le faire. Et ce film l'explique bien. Mhm. Tu sais, la fameuse, il y a toujours les jeunes, oui, c'est mon idée, Facebook a eu cette idée, tel, il a eu l'idée. L'idée, c'est rien. Une idée, on en a tous 10 000 par jour. C'est pas, ça vaut rien du tout. C'est Mhm. l'exécution de l'idée qui vaut quelque chose. Et moi, j'ai envie de recommander à tes auditeurs le film The Founder qui raconte l'histoire de McDonald's, Ok. qui raconte surtout l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Kroc, qui a développé la marque McDonald's à travers le monde. De, et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte, en fait, l'image qu'on a voilà, de McDonald's, c'est un peu, McDonald's, ils sont un peu fait voler l'idée. Et voilà, mais en réalité, quand on regarde un peu, on comprend ce qui s'est passé. Et on comprend que peut-être les McDonald's n'étaient pas les bonnes personnes pour faire des McDonald's ce que c'est devenu. Et là, je parle Mhm. pas en point de vue, je parle pas en point de vue valeur énergétique pour la santé ou tout ça. Hein, c'est pas ça dont Oui. je parle en termes de business, de réussite, de succès, de scaler L'exécution. Mhm. d'exécution. C'est sûrement pas les McDonald's qui auraient pu réussir à faire ce que McDonald's est aujourd'hui. Et Mhm. ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre et je pense que ce film l'explique très bien. Oui. Donc, entre avoir l'idée de McDonald's et arriver à créer un McDonald's, il y a un profond, il y a une grosse distance. Entre, moi, je le vois, Abdelrahman, entre créer Mhm. Molenbeek à Molenbeek et en avoir à Amsterdam et à travers le monde et créer ce réseau et faire en sorte que tout le monde euh, suive un peu la ligne directrice des Molenbeek, c'est deux mondes différents parce qu'un Molenbeek, on a 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés à Molenbeek et ça fonctionne très bien. Et j'ai envie de te dire, même si je me retire, et ça va continuer à fonctionner, tu vois. Mhm. Par contre, ce réseau qu'on est en train de développer à l'international et tous ces partenariats qu'on est en train de mettre en place, c'est un autre travail, c'est vraiment un autre boulot. Je dis pas que je suis la bonne personne pour le faire, mais je suis sûr de pas être la bonne personne pour le faire. C'est pour ça que je suis super bien entouré. Mhm. Mais par contre, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir dire et qu'il faut savoir surtout entendre. Excellent. Excellent. Je te remercie, Ibrahim. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Si quelqu'un souhaite te suivre, suivre ton travail ou bien te poser des questions, Oui, bien sûr. Je suis sur Twitter, c'est IBIWAS, donc IBIWAS. ok. C'est la même chose sur Instagram. Ou sinon, on me contacte directement via les réseaux sociaux de Molen Geek ou quoi, ou via mes réseaux sociaux. Normalement, je traite tous les messages, donc il n'y a aucun souci. Ok, excellent. Barakallah fek, Ibrahim. Je te souhaite Allah tout le ينورك. succès avec Molen Geek, avec l'expansion de Molen Geek et tous vos projets futurs, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah ينورك, Abdelrahman. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très honoré de faire partie de tes invités, de tes podcasts. Tu fais un travail exceptionnel. Continue. C'est Merci nécessaire beaucoup. aussi. Merci beaucoup. Et puis, pourquoi pas bientôt, si je passe à Molenbeek, je t'enverrai un petit message, Inch'Allah, et puis on se fera un petit kawa, un petit café. Inch'Allah. Allez, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam à alaikum. bientôt. Ouais, comme salam. Bientôt. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.